Bienvenue au DevFest Nantes. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ces 2 jours intenses pour ce festival de développeurs. Bienvenue à Nantes pour les personnes qui ne sont pas nantaises. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Du coup, vous êtes 1600 par jour pendant 2 jours, donc vraiment une bonne performance. Ça nous a permis de prendre cet amphi 800, qui est vraiment quand même très classe avec les murs de LED. C'est très sympa. Le DevFest, c'est 7 super-héros toute l'année qui vous ont préparé dans l'ombre cet événement. Merci de les remercier. C'est aussi grâce aux sponsors qu'on arrive à réaliser ce genre de choses. Donc merci aux sponsors Platinum. Donc historiquement, on a Google, Epitech, Zenica, SQLi et les nouveaux arrivants, du coup Capgemini, Mozilla, Creative, Appseed et Talend. Merci à eux. Là où on est très fiers cette année, c'est qu'on a réussi à avoir plus de 350 propositions dans notre CFP, donc l'appel à orateurs pour les speakers. Et nous sommes très fiers cette année du coup d'avoir plus de 20% des talks en anglais. Merci à tous les speakers qui ont joué le jeu. Félicitations. Dernier point aussi, on tient à remercier tout spécifiquement Epitech qui nous a fourni 70 bénévoles pour le montage et le jour J. Merci à eux. Dernier point aussi, par rapport à l'événement, donc labellisé Nantes Tech, on a vraiment tous les sponsors qui ont joué le thème des super-héros. Donc c'est vraiment super chouette, vous allez voir sur tous les stands, il y a plein de jeux à gagner. Et juste un truc aussi qu'on n'a pas donné à l'entrée, c'est que vous pouvez repartir tous avec un t-shirt du DevFest, du coup dans la salle goodies qui est indiquée sur le plan. Et je vais laisser maintenant la parole pour cette keynote à Pierre de 1024 Architecture qui va vous présenter différentes choses très intéressantes. Merci de l'applaudir. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors on va faire un petit switch technique. Ah bah ça va, là on vous voit moins, vous êtes dans le noir, c'est moins impressionnant, mais c'est quand même assez étonnant. Je tiens à remercier évidemment le DevFest, Julien et son équipe pour l'organisation et pour l'accueil, merci de m'avoir invité. Et à remercier aussi Stéréolux qui nous a mis en relation. Stéréolux qui suit notre travail depuis plusieurs années et grâce à qui on a pu diffuser plusieurs choses. Et je vais donc vous présenter le travail qu'on mène chez 1024 Architecture. Alors donc, je m'appelle Pierre Schneider, je suis un des cofondateurs de 1024. Je tiens à vous dire que je ne suis pas développeur. Ouais. Je suis architecte de formation, artiste de déformation et un des cofondateurs de 1024. Alors si vous voulez, je veux bien la refaire parce qu'effectivement, je m'attendais à une réaction comme ça, mais un peu plus virulente. C'est le matin, on va essayer de travailler. Donc on va la refaire. Je ne suis pas développeur. Super. Je suis architecte de formation, artiste de déformation et donc un des 2 fondateurs de 1024 Architecture. Alors 1024, je crois que c'est la première fois. Je fais beaucoup de présentations, de conférences de nos travaux dans différents contextes. Et je pense que ici, c'est un peu un des rares endroits où je n'ai pas à expliquer qu'est-ce que sont ces chiffres ou ce qu'ils évoquent. Je pense que vous savez peut-être mieux moi ce qu'il y a derrière 2 puissance 10. 1024 Architecture, donc comme je vous le disais, on est architecte de formation, moi et mon associé François Wünschel. Et on travaille donc à des architectures augmentées, c'est-à-dire des architectures faites de construites, physiques, et faites de matière, évidemment, mais aussi faites de code, de lumière, de pixels. Donc je vais vous montrer tout de suite un petit exemple de nos créations. Alors voilà, c'est donc un projet qui s'appelle Square Cube, littéralement le cube carré, n'est-ce pas? Une création qu'on a faite en 2007, qu'on a eu la chance de présenter aussi ici à Nantes sous les nefs, qui est donc un projet qu'on a fait en collaboration avec un musicien qui s'appelle Étienne de Crécy, que vous voyez ici dans la structure finale sur scène. Le cube fait 6 mètres par 6 mètres. Pour info, on projette des visuels de 512 par 512 pixels. Si vous additionnez ces 2 chiffres, ça donne... Merci, ça suffit, c'est super.
Donc c'est un projet d'architecture augmentée, comme on pourrait l'appeler, c'est-à-dire une architecture statique qui est mise en mouvement, mise en dynamique au travers d'une projection visuelle, de ce qu'on appelle ici un mapping vidéo, une projection qui vient donc s'adapter au pixel près sur la structure qu'elle est censée accompagner. Donc ça nous permet de mettre en mouvement, mettre en relief et mettre en mouvement un dispositif physique et donc d'accompagner le show du musicien pour son live. La petite vidéo que je vous ai montrée au début, c'est la maquette du dispositif. Il faut savoir qu'on a réalisé l'ensemble du projet sur maquette. Toute la conception, on l'a réalisée sur maquette au 1/10, donc il faisait 60 cm de haut, et sur laquelle on a projeté avec un projecteur de 2000 lumens. Et la première date où on a eu l'occasion de le faire, échelle 1, c'était pas loin d'ici, c'était à Rennes, pour les Transmusicales de Rennes, en 2007, donc, et depuis on l'a tourné au travers le monde pendant plus de 7 ans. Ça, c'est intéressant, c'est le premier petit programme informatique qu'on a développé spécifiquement pour ce projet-là. C'est-à-dire qu'au début, en 2007, quand on a commencé ce genre de travail, il n'existait absolument aucun outil pour pouvoir réaliser ce genre de projet. Donc, un outil qui permet de faire un mapping vidéo propre, précis et simple. Donc, c'était cette petite brique programmatique qu'on a développée. Dans nos projets, il y a toujours ces différents aspects. L'aspect 1, architectural, physique, construit, scénographique. 2, tout le contenu visuel, des fois sonore aussi, qu'on fait nous-mêmes, lumineux. Et troisième aspect, évidemment, la brique informatique qui permet de mettre en relation espace, image et son. D'autres projets d'architecture, ça c'était en 2006, un projet qu'on a réalisé à la Biennale d'architecture de Venise. Alors on a eu la chance d'être accompagné par un artiste que vous connaissez bien ici aussi à Nantes, qui s'appelle Daniel Buren. On reconnaît des anneaux et des rayures dignes de sa signature. Et sur le toit, l'extension du projet qui s'appelle Metavilla, littéralement Metavilla, habite le pavillon français. Donc on a habité le pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise pendant tout le temps de la Biennale. C'était sur le toit, les équipements sanitaires qu'on a mis au-dessus. Et déjà à cette époque, on commençait à réfléchir à injecter des comportements organiques et vivants au sein de nos architectures. Donc en l'occurrence, le soir, quand la villa était un peu en sommeil, on faisait respirer ces deux boules lumineuses tout doucement, comme si c'était un organisme en sommeil qui attendait de se réveiller. Un autre projet d'architecture, un restaurant éphémère sur l'île Seguin à Paris, où toujours on travaille sur le rapport d'une architecture éphémère. Souvent, on utilise souvent des matériaux de construction très basiques, très standards. Ici, vous voyez toute la structure en échafaudage de base. Et le bâtiment est surligné par un néon de lumière qui donne qui fait signal, enseigne pour le bâtiment lui-même. Là, c'était le jour de l'inauguration avec aussi notre ami Étienne de Crécy qui est venu jouer pour l'ouverture. Le bâtiment de jour est toujours sur ce rapport jour-nuit qui nous intéresse beaucoup dans les projets qu'on peut développer. Un autre projet, le Vortex à Darwin Ecosystem, pareil, jour-nuit, mais ce projet-là, j'y reviendrai plus tard à la fin de la présentation. Boombox. Boombox, c'est un projet qu'on a fait en 2008 qui est dans la continuité du Square Cube fait avec Étienne, mais non pas dédié à un seul musicien, mais prévu comme une scène DJ pour plusieurs musiciens différents, et qu'on vient non pas, donc le contenu n'est pas entièrement précalé comme le live d'Étienne de Crécy, mais ici tout est un contenu génératif qu'on vient activer et jouer en temps réel. Voilà la matrice de déformation de la Boombox, on l'a déplacée dans différents contextes et différents endroits, et voilà ce que ça donne lors d'un show.
Voilà donc la Boombox en action est toujours le programme informatique développé spécifiquement pour le projet et qui nous permet de le manipuler en temps réel. Alors vous voyez ici en haut à gauche l'output, au milieu le petit helper, et vous voyez qu'on utilise qui a un petit joystick de PlayStation, j'en ai ramené un ici aussi, parce qu'on aime bien jouer avec tout ça. Et donc on utilise régulièrement ce genre de contrôleur pour activer, animer et manipuler le contenu visuel en temps réel. Ça permet ça plusieurs avantages. De un, c'est très ergonomique. De deux, c'est très ludique. Et même si vous avez bu un petit coup, vous pourrez quand même continuer à faire des trucs. Voilà l'interface aussi de la Boombox avec les différents tableaux, les différents univers qu'on pouvait donc activer, sélectionner. Et donc l'ordinateur n'est ici qu'un sélectionneur de scènes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à beaucoup de ce qu'on appelle des VJ, on n'est pas les yeux collés derrière notre écran, on est vraiment face au show, on regarde ce qui se passe sur scène, on regarde la Boombox et on joue avec elle directement. On n'est pas les yeux rivés sur notre computer à être complètement déconnecté de la fête ou de la situation dans laquelle on est. Donc c'est pour ça aussi que ce genre de contrôleur est très intéressant. Tetra Tennis, un autre projet, c'était à Paris-Bercy, où on a fait une projection sur le cours de tennis pour l'arrivée des joueurs sur le cours. C'était une espèce de mise en scène techno et festive de l'arrivée de Monfils et de Nadal pour différents masters. Alors là aussi, il s'agissait de mapper en plan un cours de tennis. Pour information, les traits blancs, les lignes blanches d'un cours de tennis font 5 cm. On projette des visuels qui font des lignes qui font 5 pixels de large. Donc on est grosso modo à une précision dans nos projets de 1 pixel pour 1 cm. Toujours ce rapport 1024 architecture. Perspective lyrique, c'était pour la Fête des Lumières de Lyon, c'est un mapping vidéo sur un bâtiment. En l'occurrence, notre projet était ici interactif, c'est-à-dire qu'on invitait le public à chanter dans un microphone pour venir littéralement faire danser le bâtiment et voir le faire chanter. Donc il y avait, c'est des projets sur lesquels on fonctionne comme dans le monde du jeu vidéo. On travaille sur des modèles low polygone, donc légers, faciles à manipuler. Et là, on avait développé un algorithme de reconnaissance vocale qui, en fonction de la tonalité dans laquelle vous vous situez, va déclencher tel ou tel comportement ou déformation du bâtiment. Donc on peut effectivement, littéralement, faire danser le bâtiment. Là aussi, l'interface, c'est le même projet Perspective lyrique, mais qui a été déplacé sur un autre bâtiment à Singapour. 3D Bridge 2010, une installation pour les Nuits Blanches à Paris, une grosse manifestation culturelle où il y a donc des événements, je pense que vous devez connaître, des installations artistiques un peu partout en ville. On avait fait ce projet assez monumental qui s'appelle 3D Bridge, une installation de plus de 60 mètres de long, 12 mètres de large, 12 mètres de haut, qui donc reprend ce principe-là de structure augmentée et sur laquelle on a entièrement redessiné la structure sur elle-même de manière à pouvoir la faire vibrer, réagir en temps réel à la musique. On invitait donc le public à venir traverser cette structure onirique, à la vivre un peu de l'intérieur et à vivre une expérience spatiale, sonore et visuelle. Comme le temps est pris, je ne vous montre pas toutes les vidéos, mais vous les retrouverez bien évidemment sur notre site internet, si jamais vous voulez voir jusqu'au bout. Voilà le 3D Bridge de vue de l'intérieur, vue de l'extérieur. Et donc tous ces projets, ça c'était juste pour vous montrer un peu le panel des types de projets qu'on peut développer chez 1024. Et tous ces projets nous ont amenés à nous poser la question de l'outil nécessaire pour les réaliser. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré, on l'a fait avec des petits outils, des petits programmes, chaque fois développés spécifiquement dans le cadre du projet. Mais il fallait chaque fois, évidemment, recoder, recommencer. On utilisait quelques bouts de code, mais on s'est dit, mais c'est quand même dommage, il nous faudrait un outil générique de mapping vidéo qui nous permette de réaliser ça de manière beaucoup plus facile, rapide et agréable. Donc voilà, c'est là qu'est née l'idée et l'envie de ce logiciel pour lequel je suis venu vous parler ce matin, qui s'appelle donc MadMapper et qu'on a co-développé avec une société qui s'appelle GarageCube, je vais vous en parler. MadMapper, donc c'est le mappeur fou, littéralement. C'est l'outil dont on avait avant tout besoin pour nous, et on s'est dit, si nous, on en a besoin, c'est forcément que d'autres seraient très heureux de l'avoir aussi. Donc ça vaudrait le coup, ce serait intelligent de le développer, de le pousser un peu plus pour qu'il devienne plus puissant, plus utile, plus pratique. Donc on s'est associé 1024 avec GarageCube, qui est une société basée en Suisse, à Genève,
et qui développent des logiciels. Voilà la belle équipe de GarageCube avec au centre notre associé Boris Edelstein. C'est une compagnie qui fait différentes choses, qui on co-développe MadMapper, qui avait lancé un logiciel qui s'appelle Module 8, un logiciel connu pour les artistes visuels. C'est le premier logiciel efficace de compositing en temps réel, qui permet de faire voilà, vous savez tout ce que c'est qu'un DJ, et ben c'est pour les VJ, les visual jockeys, pour pouvoir manipuler l'image en temps réel. Il fabrique aussi des LED, des outils de hardware qui permet de manipuler tout ça. À l'époque, quand on les a rencontrés, donc, on les connaissait au travers de Modulate, ce logiciel informatique, et aussi au travers du Mapping Festival. Le Mapping Festival, c'est un grand rendez-vous, un peu comme celui-ci, mais dédié aux arts visuels et aux artistes numériques. Donc voilà, Modulate en action. Et donc le Mapping Festival, voilà, avec toute une série de masterclass. Là, vous me voyez au fond avec un polo bleu un peu plus jeune. C'était au début du Mapping Festival, voyez-vous. Et donc on fait toute une série d'ateliers comme ça. C'est ce qui nous a permis de rassembler toute la sphère d'artistes numériques un peu à l'échelle internationale et de repérer aussi certaines fois des codeurs. Parce que comme vous devez le savoir, les codeurs sont difficiles à trouver et encore plus difficiles à débaucher et embaucher, n'est-ce pas ? Donc une de nos astuces, c'était justement d'organiser ce type de festival qui à la fois est très éducatif, pédagogique, enrichissant évidemment, mais qui aussi est très festif. Et donc ça nous a permis de débaucher les deux gaillards que vous voyez là dans l'ombre, Mathieu et Pierre, qui sont les deux développeurs principaux de MadMapper aujourd'hui. Mathieu en pleine séance de travail. Et mon associé François Wunschel avec sa jaquette lumineuse interactive qui faisait donc les keynotes d'ouverture du Mapping Festival. MadMapper version 1.1, vous voyez, ça c'est l'ensemble des fonctionnalités qu'on a développées pour ce programme et qu'on a évidemment développé. Donc MadMapper 1.1, la sortie commerciale c'est en juin 2011, si ma mémoire est bonne, et on avait commencé à le développer évidemment plus d'1 an et demi, 2 ans avant. Donc c'est vraiment l'outil pour faire à l'origine du mapping vidéo, c'est-à-dire prendre du contenu vidéo et venir le spatialiser dans un espace de projection, dans l'espace physique 3D. Voilà MadMapper 2.5, vous voyez, beaucoup plus de fonctions, on a bien travaillé depuis. Et donc après 2.5, on a arrêté de faire ce genre de document parce que les fonctionnalités ne rentraient plus, elles n'auraient plus été lisibles sur l'écran, vous voyez. Mais donc on a bien augmenté tout ça, et c'est un peu cette histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de l'évolution du programme MadMapper au travers du filtre de nos projets. Donc voilà l'interface de MadMapper 1.1. Donc l'idée c'était de pouvoir, il y a deux fenêtres principales, l'input et l'output. L'output évidemment c'était l'espace de projection, l'espace de vidéoprojection. Et donc on peut sélectionner dans l'input n'importe quel fragment et venir le déformer et le spatialiser de manière assez précise dans l'espace de projection. MadMapper 1.3, oui, alors une nouveauté importante, c'est DMX Fixture. DMX, c'est le type de signal, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui permet de contrôler souvent dans les salles de spectacle les lumières, les écrans LED et ce genre de choses. Et du coup, on a injecté ça, et du coup, ça nous a permis d'étendre MadMapper non plus seulement à un outil de mapping vidéo, mais aussi à un outil de mapping de lumière ou de contrôle DMX. Donc voilà l'interface avec la fenêtre de contrôle, le Fixture Editor qui parle DMX aux machines. Et on a aussi développé en 2012 MadLight, une nouvelle fixture dans MadMapper qui nous a permis de faire de nouveaux projets, comme par exemple contrôler des LED. Donc c'était assez important pour nous. Et donc c'est comment est-ce qu'on développe, on déplie une forme tridimensionnelle pour pouvoir la recomposer. Et ce projet-là a donné lieu l'année d'après à ce projet à la MadOrb, donc une structure toujours faite en structure standard échafaudage qu'on vient entièrement habiller de barres LED et qu'on vient entièrement piloter et contrôler grâce à MadMapper. Voilà le patch de mapping du dispositif. Voilà les UVW dépliés, donc l'ensemble des barres LED qui composaient la structure. Et donc, au travers d'une série de petites briques programmatiques, on peut donc générer, simuler et mapper sur la structure elle-même. Donc, je vous montre rapidement ce que ça donne en live.
Bon, je pense que vous avez compris, et je vous rappelle que les films sont en ligne et que comme le temps est compté, je vais donc enchaîner sur MadMapper 1.6 et d'autres nouvelles fonctionnalités, dont justement l'injection du contrôle editor, c'est-à-dire qu'on peut aussi mapper, au-delà de mapper de la vidéo et de la lumière dans l'espace réel, on peut aussi mapper tout type de contrôleur, donc évidemment nos amis les joysticks de jeu, mais aussi les contrôleurs MIDI, OSC, et tout type de matériel qui nous permet, voilà, on peut donc connecter plein d'interfaces pour pouvoir manipuler tous les comportements qu'on peut contrôler dans MadMapper et pouvoir les mapper très rapidement sur des boutons, des joysticks, des curseurs, des potards, de manière à ce que l'usage du logiciel soit la plus intuitive et la plus ludique possible. MadMapper 1.7 aussi une nouvelle fonction super chouette pour nous, c'était de pouvoir dessiner des lignes. Alors ça paraît tout simple, mais des lignes qui peuvent être animées, contrôlées, pilotées. Et donc on peut directement, dans l'espace de projection, venir redessiner un espace directement dans MadMapper et non plus devoir générer ce contenu dans un petit programme en amont. Je passe toutes les fonctions un peu innovantes. Il y a aussi ici, celle-ci quand même, ça c'est l'arrivée de la 3D dans MadMapper, c'est donc le fait de pouvoir mapper non plus différentes surfaces. En fait, jusque-là, c'était un logiciel 2D où on prenait des surfaces et on venait les déformer, mais on ne pouvait pas charger de mesh 3D. Alors là, maintenant, depuis peu, c'est évidemment possible. On peut donc importer un objet 3D dans MadMapper et venir le repositionner sur lui-même en quelques clics. Il suffit de 5 points de référence pour que le logiciel reconnaisse le point de vue virtuel de la caméra, et donc on peut remapper une surface bien plus complexe avec bien moins de clics. Donc voilà, on a évidemment fait ces expérimentations et tout ça sert à l'image de MadMapper et à sa communication. Donc ça, c'était pour la 2.5 avec la fixture 3D. Et les dernières innovations dans MadMapper, c'est du contenu génératif, c'est-à-dire qu'on peut, jusque-là, il fallait préparer son contenu comme tous les artistes visuels. On a une bibliothèque de contenu qu'on vient injecter dans le programme et qu'on vient utiliser. Or maintenant, on a développé toute une bibliothèque de matériaux, des shaders temps réel, qu'on peut coder en temps réel dans le logiciel et qui nous permettent de pouvoir générer du contenu à l'intérieur même de MadMapper. Tesseract, ça c'est un projet aussi, je vous montre, ça c'est la définition d'un Tesseract. C'est un cube dans un cube, dans un cube, dans un cube, qui dans la 4e dimension reste stable. Donc on dit souvent que le Tesseract est au cube, ce que le cube est au carré. Un carré c'est en 2 dimensions, un cube en 3, le Tesseract en 4. Ça nous a inspiré ce projet, donc de l'idée de faire un cube dans un cube, un petit cube dans un grand cube, au travers d'une résie et d'une trame tridimensionnelle de faisceaux lumineux, qu'on peut à souhait manipuler là aussi en temps réel. Le public est invité à s'immerger dans le cube, à rentrer à l'intérieur, dans ces espèces de grosses cathédrales de lumière. Là, vous voyez François, mon associé, en train d'ajuster certains paramètres du Tesseractor, le petit programme qui génère le contenu. Là, pour le coup, c'était avant qu'on fasse les materials. Et donc, on contrôle ce genre de petits projecteurs qui s'appellent des Sharpies, qui sont des petits projecteurs asservis, motorisés, très rapides, très puissants, qu'on aime beaucoup. Et en fait, l'astuce, c'est qu'on n'est pas, je vous disais, je ne suis pas développeur, on n'est pas non plus ce qu'on appelle des lighteux, des ingénieurs lumière, des gens qui s'occupent de manipuler tous les parcs lumière des salles. Donc on ne vient pas de ce monde-là, on vient du monde de l'image et de l'architecture. Et du coup, on a eu l'idée d'utiliser des pixels de base pour contrôler ces éléments. Donc on utilise des pixels et on utilise les 3 couches du pixel, RGB, pour contrôler le pan, le tilt et le zoom de l'appareil. Donc pour nous, c'est beaucoup plus simple. On mappe un pixel dans une fixture et ça nous permet de la piloter de manière très légère. Donc, je ne vous montre pas le film faute de temps, mais vous irez encore une fois le voir sur Internet. Voilà le premier prototype du Tesseract qui était à Vancouver, devant le Digital Center à Vancouver. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire voyager nos installations, nos projets. Ici, c'est à Prague, pour le Signal Festival, un très bon festival d'art numérique. Et donc sur un sol pavé médiéval. Et ce qui nous intéresse aussi en tant qu'architecte, c'est le rapport d'une installation d'architecture éphémère, numérique et immersive dans un contexte totalement historique. Là, c'était à Bordeaux, dans une base de sous-marins nucléaires allemands, n'est-ce pas? C'est voilà, dans une cellule de la base de sous-marins. Là aussi, c'est un contexte complètement différent. Et ici, au Mexique, à Guanajuato, pour un festival en face d'un stand à Burritos.
1024 cubes, comme on a toujours été très intéressé, très passionné par les cubes chez 1024. Et ça, c'est notamment une photo faite encore une fois à Nantes, à Stéréolux, dans l'espace d'exposition, où on a été invité pour présenter une série de projets un peu différents, plus des installations d'envergure et d'échelle moins grande, dont notamment le Walking Cube. Walking Cube, qui est un projet qui cartonne avec les enfants. Le voilà dans une autre exposition. Donc c'est un cube de environ 1 mètre par 1 mètre qui est donc entièrement piloté, contrôlé, mappé aussi. Et vous voyez aussi sur le mur le circuit électronique qui nous permet de le piloter. C'est un projet qu'on a réalisé en collaboration avec un artiste américain, Jason Cook, avec qui on a imaginé et construit ce dispositif. Voilà le cube tel qu'il est. Je vous le montre rapidement en mouvement. Ah, vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir? Il n'y a pas de son, c'est pas grave. Si, un peu de son. Ouais. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le mapping? Eh bien, c'est du mapping. C'est-à-dire que pour nous, on a mappé, pour le coup, des vérins et de l'air comprimé, et non pas de la vidéo. Petit animal. Petit animal qui se met en mouvement, qui réagit, qui bouge, qui danse, qui saute. Et donc c'est un projet pour lequel aussi on a commencé à mapper avec MindMapper et utiliser nos joysticks pour pouvoir jouer avec lui, regarder ce qui fonctionne bien comme comportement. Et c'est comme ça qu'on a construit sa chorégraphie. Ici, c'est des tableaux très différents, c'est des tableaux d'1 mètre par 1 mètre qui sont faits en lenticulaire. Donc, c'est un cube qui est en mouvement, mais il se met en mouvement au travers du mouvement du spectateur, de celui qui le regarde. Et là, un autre projet, des tableaux vidéo augmentés. Donc là aussi, c'est l'ombre que vous voyez est mappée, vidéo projetée sur le tableau et bouge très lentement. Et donc c'est un travail sur la géométrie basique du cube, son ombre, ses plans, etc. Donc c'est un tableau en mouvement, on pourrait dire. Un autre cube aussi, c'est un tableau laser. Donc là aussi, c'est du mapping, mais avec du laser. Et pour faire ces travaux-là, on a... Si vous voulez, c'était toujours un peu embêtant de faire, comme vous faites une exposition qui reste en place dans un centre d'art ou autre pendant 1, 2, voire 4, 5 mois, de systématiquement laisser un ordinateur comme celui-ci, qui, vous le savez, coûte trop cher. Et du coup, on s'est dit, ce serait bien d'avoir un petit outil qui nous permette de relire nos créations, nos projets, nos compositions faites sur MindMapper. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de développer le Minimad. Le Minimad, voilà le premier. Alors, j'ai pas l'air heureux, mais on était hyper contents quand on a reçu le premier PCB. Et voilà le premier prototype du Minimad. Vous voyez, c'est un boîtier, c'est un ordinateur à 7 boutons. Enfin, là, sur le prototype, on n'en avait que 6. Mais on en a rajouté un par la suite. On a donc entièrement... C'est le projet le plus petit sur lequel j'ai travaillé, voyez-vous. Hein. C'est un petit... Voilà, le premier prototype fait en 3D print à l'atelier. Après, on a essayé d'autres couleurs un peu plus gaies. Et ensuite, on est arrivé sur la première édition de MindMapper. Le voilà, il est entre mes mains. C'est donc un ordinateur incroyable avec 7 boutons. Quand même, merci. Merci pour les développeurs, merci pour tous. C'est un petit ordinateur mapper. Alors 7 boutons, je vous laisse calculer le nombre de possibilités que ça permet quand même, c'est pas rien. En combinatoire, donc il y a les 4 noirs qui font les directions, haut, bas, gauche, droite, qui vous permettent de remapper un quad ou une série de quads, ou bien vous pouvez simplement exporter depuis MindMapper votre composition sur une carte SD que vous mettez dans, évidemment c'est sur une base de Raspberry Pi, vous mettez la petite carte là-dessus et hop, vous pouvez débrancher votre ordinateur trop cher. Et là aussi, c'est juste un petit test de synchronisation de Minimad. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez faire de la multi-projection, évidemment, là-dessus, vous savez bien que sur un Raspi, il y a une seule sortie vidéo. Donc là, on peut très simplement en synchroniser en les mettant en réseau et en mettre à l'infini. Et donc, gérer des projets en multi-projection, mais avec un petit objet comme ça, au lieu d'avoir des ordinateurs trop chers. Donc voilà. Et là c'est la dernière version, le Black Edition. Ah oui. La seule différence, c'est la couleur.
mais il est vachement plus chic. Non, et on a quand même rajouté aussi une fonction dans le software. Le hardware est exactement le même à part la couleur. C'est le software on a rajouté aussi le fait de pouvoir piloter du DMX, des LED et contrôler des LED avec. Donc ça devient un DMX recorder et player, ce qui fait que vous pouvez aussi faire un projet avec de la lumière sur le Minimad. Je termine par le projet Vortex à Darwin. Darwin, c'est un endroit incroyable à Bordeaux. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ancienne friche militaire qui a été réhabilitée en coworking, espace collaboratif, restaurant bio, épicerie bio, atelier un skatepark géant. Voilà le lieu tel qu'il était quand je l'ai découvert, quand on nous a invités à intervenir avec les deux bâtiments qui composent la friche et la grande halle couverte au milieu. Et vous voyez, ils étaient reliés par deux escaliers en échafaudage. Et les deux espaces de coworking dans chacun des bâtiments n'étaient pas reliés, ce qui était embêtant parce qu'il y avait vous étiez chaque fois obligé de descendre pour remonter, aller voir votre collègue ou quoi. Donc l'équipe de Darwin nous a demandé d'imaginer une installation qui viendrait connecter ces deux bâtiments. Et c'est là qu'on a imaginé le projet qu'on a appelé le Vortex, qui reprend une forme de vortex, qui est donc on pourrait appeler ça une œuvre architecturale, digitale et lumineuse, et du coup qui vient reconnecter les deux bâtiments l'un à l'autre, qui est donc un espace où l'on peut monter et traverser. Et donc on a fait cet espace assez large pour que ce soit non pas un couloir de connexion, mais une vraie pièce extérieure à vivre où il y a beaucoup de gens qui font leur pause clope, se rencontrent, discutent, font leur petite pause. Là vous voyez à l'arrière avec le bol béton, avec les skateurs. Et du coup ce projet est augmenté d'une série de lignes LED qui tournoient autour du vortex de manière à mettre en exergue sa forme et sa géométrie. Et on a développé une petite brique programmatique qui permet de récupérer en temps réel les kilowattheures consommés dans l'écosystème Darwin. C'est-à-dire que Darwin est un lieu évidemment éco-sensible avec toute une problématique énergétique, des capteurs solaires et tout ça. Et on récupère la donnée kilowattheure en temps réel et on vient l'injecter dans le vortex. Donc les kilowattheures consommés sont transformés en particules de lumière par minute qui traversent le vortex, qui vous donne une indication. C'est comme si le vortex devient un outil de visualisation de la consommation électrique en temps réel. Alors, c'est un projet qui a eu beaucoup de presse, qui a beaucoup plu, et j'ai eu, grâce à ce projet, la chance et l'honneur de rencontrer... vous ne le connaissez pas, hein? C'est Hubert Reeves. Moi, je suis hyper fan. C'est Hubert Reeves, un grand astrophysicien, un mentor pour moi. Et donc, il était venu dans le cadre de l'Ocean Climax Festival et j'ai eu la chance d'être félicité et de le rencontrer. Et là, vous voyez, il venait de me dédicacer son bouquin. J'étais comme un gamin. Le vortex par l'arrière et évidemment toujours ce rapport de nuit où on vient l'activer et l'animer en temps réel, le temps de soirées, de fêtes et d'événements. Donc on rajoute certains éléments lumineux à l'intérieur, en l'occurrence là des stroboscopes à l'intérieur du vortex qui permettent de générer le contre-jour. Et on vient aussi souvent le vidéo augmenté, le vidéo mappé, donc projeté dessus pour des soirées et des temps plus courts. Donc voilà, c'est pour le festival Ocean Climax Festival qu'organise Darwin tous les ans depuis 3-4 ans maintenant. Et donc où on vient activer ce vortex avec évidemment MadMapper. Et donc là, il y a un double dispositif, à la fois les LED qui sont installés de manière pérenne sur l'œuvre et les projections qu'on vient ajouter à la fois vidéo et de lumière et qu'on vient donc piloter avec différents ordinateurs. Voilà donc le vortex activé par MadMapper. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste, Jean-François. Il est où, Jean-François? Alors, c'est fini. C'est dommage, hein. Parce que j'avais prévu une petite démo et tout, mais on n'a pas le temps. Je vous montre juste quand même très rapidement l'interface de MadMapper. Vous voyez ici le vortex avec le Space Scanner, l'objet 3D. On peut le manipuler, le remapper. Je vous montre juste, hop, toc, toc, calibrate. Hop, ça marche pas. Voilà, hop, il vient être entièrement mappé. Et là, après, avec mon joystick, je peux, hop, hop, hop. Évidemment, ça marche pas. C'est toujours ça les démos. Ah, je vais vous montrer quand même. Hop. Le Lightning, par exemple, et je peux donc l'éclairer et piloter la lumière en temps réel. Forcément, hein, c'est quand on veut. Oui, c'est toujours dans les démos. Donc, je vais revenir sur la keynote et vous terminer par vous montrer ce que ça donne une fois le dispositif activé.
Merci à vous.